Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Paris, dans le quartier Belleville, et d'être reçu par un invité qui bouscule les codes de l'engagement collaborateur. Alors cet invité est Paul-Émile Saab. Paul-Émile, tu es le CEO de United Heroes, une boîte qui mixe sport, tech, bien-être pour réengager les équipes partout en France et même au-delà de la France. Tu as été formé à HEC, tu as un profil très international parce que tu as bossé du Brésil à la Colombie en passant par Londres avant de te lancer à fond dans l'innovation RH, et ton credo et le credo de ton équipe, c'est de remettre du sens, du collectif et du fun dans le quotidien des collaborateurs grâce à la gamification et à l'impact positif. Donc, ce que je te propose, Émile, avec toi, c'était de parler d'engagement, d'actions concrètes et de comment transformer la culture d'entreprise, mais vraiment pour de vrai. Est-ce que tu es prêt à partager tes convictions, à inspirer nos auditeurs et comment vas-tu ? Bonjour Florent et bienvenue dans ce beau quartier de Belleville, à Paris. Merci d'avoir pris le train ce matin pour nous. C'est un plaisir de te recevoir. Je suis prêt et ravi aujourd'hui de partager mes expériences, mon vécu et ce qu'on fait avec United Heroes à nos auditeurs, à tes auditeurs. Eh bien écoute, on va parler de tout ça. Avant toute chose, c'est important qu'on puisse connaître ton parcours. J'ai cité quelques pays, une belle école, mais quelques pays. Au-delà de ça, est-ce que tu peux nous raconter, toi, ton parcours, ton histoire, ce qui t'a construit et puis on va zoomer, bien sûr, ce qui t'a amené à créer United Heroes. Avec plaisir. C'est intéressant que tu aies pris cette lunette des pays visités parce que je pense que ça me définit pas mal. Je suis quelqu'un je suis un fils d'immigrés. Mes parents sont libanais et égyptiens. Je suis né et j'ai grandi à Paris. J'ai effectivement eu assez vite la bougeotte et en sortie d'école, voulu découvrir d'autres cultures. J'ai vécu au Brésil 2 ans, en Colombie 2 ans. Tout ça dans le cadre d'un grand groupe qui était le groupe Casino. Je dis qui était parce que Casino a quand même vécu des périodes plus difficiles ces derniers temps, et notamment l'international qui aujourd'hui n'est plus finalement une force du groupe Casino. Mais pour moi, ça a été un parcours assez formateur. En tout, j'y ai passé 6 ans dans le groupe Casino. C'était ton premier employeur ? Alors, tout premier employeur, c'était Altran au Brésil. Ah, ok. On a eu le même. Hein. C'est vrai ? Ouais, Altran, à Grenoble. C'est moins exotique. Voilà. J'étais ingénieur d'affaires, comme on disait à l'époque, à São Paulo, avec ma petite Fiat Palio, à faire le tour notamment de l'industrie et notamment des boîtes françaises à São Paulo. J'ai passé 1 an et j'ai embrayé derrière avec Casino. J'ai commencé comme VIE auprès du patron de l'Amérique latine. Ça m'a fait connaître tout un continent parce que Casino était présent dans 5 pays, en Argentine, au Brésil, au Venezuela, en Colombie et en Uruguay. Donc pas mal vadrouillé avec lui sur la zone, puis ensuite m'installer en Colombie, à Medellín, pendant 2 ans dans le groupe Éxito, qui était l'entreprise colombienne détenue par Casino. Voilà. Ensuite, donc ma femme est brésilienne, je l'ai rencontrée au Brésil. Elle avait pris le chemin de l'Angleterre pour sa carrière. Et donc après 6 ans dans le groupe Casino, dont les 2 dernières années entre Paris et Saint-Étienne, un peu marre du train, un peu marre de l'Eurostar et de la relation à distance. Et donc j'ai retrouvé mon épouse à Londres, où j'ai passé 8 ans de ma vie. On a fondé une famille. J'ai eu un premier enfant, mon fils Lucas, qui a maintenant 12 ans, qui est né à Londres.
et où j'ai bossé 8 ans dans une boîte qui était déjà un peu une évolution. Donc, groupe Casino, évidemment, grand groupe. Donc, 6 ans, pardon, dans un grand groupe avec tout ce que ça peut avoir d'avantages et d'inconvénients. Et les avantages, pour moi, c'était quand même cette mobilité internationale et ces aventures. J'ai passé donc 8 ans à Londres dans une boîte anglaise qui s'appelle Dunnhumby, dont je parlerai aussi parce qu'en termes de culture d'entreprise, j'ai appris beaucoup de choses. Qui est dans quel secteur d'activité? Dunnhumby dans la data, le marketing Okay. Et finalement la grande distribution. Donc la passerelle pour moi, c'était la grande distribution. Dunnhumby a été... alors c'est une boîte qui avait été créée par un mari et une femme, Monsieur Clive Humby et Edwina Dunn, des Anglais qui ont été des pionniers de la data dans la grande distrib et qui ont créé le programme de fidélité de Tesco, qui s'appelle Clubcard, qui dans le monde de la grande distrib est une référence parce que le premier programme de fidélité très data-driven, je vais essayer d'éviter les anglicismes, mais j'en dirai peut-être quelques-uns. Donc très porté par la data et qui permettait à Tesco d'être assez en avance sur ces notions. Et avant que ce soit la mode et avant que ce soit tendance, on parle de 89, la création de la Clubcard. Donc, ou 80, entre 89 et 95, j'ai un doute tout à coup. Donc, Dunnhumby, j'y passe 8 ans. J'y fais ma mue, puisque finalement, moi, mon début de carrière était financier, donc dans des jobs plutôt financiers, contrôleur de gestion. Je rejoins Dunnhumby en finance et au bout de 2 ans, j'en ai un peu ma claque de ces métiers financiers. Je ne me projette pas sur un chemin de directeur financier. Et donc chez Dunnhumby, j'évolue vers des métiers opérationnels, de création de business unit au sein de Dunnhumby. Je monte en management et je finis, on va dire, mes 8 ans à Dunnhumby en tant que manager d'une équipe pluridisciplinaire, multi-pays, spécialisée dans tous les enjeux finalement médias de la grande distribution et des industriels fournisseurs de la grande distribution. Donc, alors, honnêtement, j'ai un parcours dans cette boîte qui est sympa, j'y grandis, j'apprécie la culture. Après, j'arrive quand même au bout d'un cycle de 15 ans dans la grande distrib, dans les enjeux de grande conso, qui ne sont pas des sujets passion pour moi. Et donc, à ce moment-là, on est fin 2017. Et ça va, t'es 15 ans, t'as pris le temps de... J'ai pris le temps, mais tu vois, on en revient toujours à ton point de départ. Finalement, ce qui m'avait drivé, et tu as eu l'œil juste, c'était les aventures plus de vie, en fait. Ouais. Donc... effectivement, aller vivre en Brésil, aller vivre en Colombie, c'est pas donné à tout le monde. Et finalement, quand des boîtes ou un parcours te permet de faire ça, tu prends. Et 8 ans à Londres où je vais retrouver ma femme. Donc voilà, toutes ces choses-là, je les accepte, c'est mon vécu et j'en suis très fier. Mais par contre, j'avais pas forcément des critères de je m'éclate dans un secteur. Tu connais Laurent Brouat ou pas? Ça me dit rien. Ah, Laurent Brouat, qui est l'ancien patron de l'école de recrutement et qui est aujourd'hui un consultant émérite dans le monde du recrutement en France. D'accord. Et qui, comme toi, a commencé par le Brésil et après est allé à Londres avant de revenir en France et de créer des entreprises diverses et variées. Je pensais que vous connaissiez, tu vois. Non, écoute, pourtant, on ne doit pas être beaucoup à avoir emprunté ces chemins. Mais je vous mettrai en relation. Avec plaisir. Et donc, fin 2017, voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'agilité, j'ai envie de petites structures, j'ai envie de sujets plus passion. Et donc, je rejoins une première start-up qui n'est pas United Heroes où je suis aujourd'hui, et qui est dans la Smart City. Donc, c'est des sujets qui m'interrogent. Là, on reste, il y a une passerelle, moi, qui est la data, puisque j'y ai passé 8 ans à Londres. Mais la data appliquée finalement à des enjeux d'urbanisme, à des enjeux de mobilité urbaine, avec une clientèle, ville, transport, opérateur de transport, des sujets qui m'intéressent. Et cette expérience que je commence à Londres me ramène à Paris. Donc là, avec ma femme et mon fils, on se dit... expérimentons la vie parisienne. Voilà, moi, je suis né à Paris, j'y ai grandi et ça me tient à cœur aussi d'expérimenter ça en famille. J'y rentre en 2018 avec cette boîte dans la Smart City. Cette boîte fait un pivot qui m'intéresse moins. Elle pivote vers les métiers du marketing mobile, de la géolocalisation pour le marketing mobile. Et donc, je me dis que c'est pas pour moi. Et je fais une belle rencontre, celle de Boris Porot, qui est le fondateur de Sport Heroes, qui aujourd'hui s'appelle United Heroes. Et voilà, quand je rencontre Boris, moi, clairement, j'ai envie de travailler sur des sujets qui m'animent. Ces sujets qui m'animent chez Sport Heroes, ils sont à la convergence du sport, mais aussi d'outils et de solutions pour les entreprises, pour l'engagement collaborateur. Et vraiment, Boris me partage un peu une vision assez unique, à la fois très vertueuse, parce que Sport Heroes est né en 2014 pour mettre les gens en mouvement avec
des applications grand public, dans la course à pied, dans le vélo, mais très vite aussi avec cette vision que finalement, mettre les gens en mouvement, il faut aller les toucher là où ils sont 70-80% de leur temps, et c'est dans leur travail. Et donc, quand Boris me propose de le rejoindre, comme un peu bras droit, comme DGA, c'est vraiment, il va chercher chez moi ce parcours international, parce qu'il a envie de faire grandir la boîte. Ce profil qui a managé des équipes et fait grandir des départements pour l'accompagner dans la prochaine phase d'ambition de la boîte, qui vraiment est principalement autour de United Heroes et de ses enjeux du corporate et du B2B. Donc, je rejoins l'aventure en 2019, il y a presque 6 ans jour pour jour. Et je découvre une super boîte, je découvre une très belle équipe, et on s'éclate ces 6 dernières années. Alors, Boris et son cofondateur Jean-Charles partent assez vite. Ils partent pendant le Covid. Eux, ils ont un peu fait le tour. Boris, je ne sais pas si tu l'as rencontré, c'est un mec intéressant. Il a créé dans la foulée Mindday, qui est aujourd'hui une des applications qui est dans la mouvance Mental Health. Alors, par rapport à des acteurs qui sont très B2B entreprise, lui plutôt B2C. D'accord. Donc plutôt inspiré par des success stories comme Petit Bambou. Ouais. Mais avec une approche plus peut-être médicale, plus basée sur des vrais travails avec des psychothérapeutes. Et Mindday, aujourd'hui, c'est une belle appli qui se développe et que je recommande aussi. Et donc, voilà, Boris part 1 an après, donc je prends la direction générale de l'entreprise. Et on a vécu depuis 6 années de belles croissances, de belles évolutions. Pourquoi, effectivement, quand la rencontre avec Boris se fait, moi, ça fait clic. Donc, il y a les aspects sport. Clairement, moi, je suis un taré de sport et j'ai vécu 8 ans à Londres. J'ai vécu les Jeux Olympiques à Londres. À l'époque, je ne rêvais même pas de vivre ça de Paris. Mais donc, tu as vécu ceux de Londres et de Paris. Et de Paris, voilà. Donc, très, très content d'avoir eu ça dans ma vie. Et là, tu es en coup d'ouverture de Los Angeles pour aller vivre Los Angeles. C'est malin, c'est malin. Peut-être pas la ville qui m'attire le plus. Mais bon, on peut rien exclure dans la vie. Non, mais donc, il y a ces aspects-là qui m'intéressent. Moi, j'avais toujours eu ce sorte de fantasme de rentrer dans cet univers du sport. Et j'avais tenté à Londres, pour le coup, d'y pénétrer, mais sans réussite. Mais finalement, ce qui m'attire encore plus, c'est quand Boris me parle de United Heroes. Pourquoi ça m'attire ? Parce que dans mon parcours, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai eu la chance de vivre des boîtes avec justement une culture d'entreprise forte, une culture du bien-être collaborateur importante. Et ça m'a marqué. Alors, dans les exemples que j'ai en tête et sur des dimensions assez différentes, le groupe Casino, en tant que groupe Casino, je ne peux pas dire qu'il m'ait marqué à cet égard. Groupe Casino, au niveau de la France, au niveau de ce que c'était la vie au siège à Paris, à Saint-Étienne, dans les années 2006-2008, je ne peux pas dire que j'avais le sentiment d'être un collaborateur dont le bien-être était un paramètre important et fondamental. Par contre, en filiale, et encore une fois, à l'inverse de Carrefour, qui a un modèle on crée des filiales ex nihilo et on applique une culture et des recettes, le modèle de Casino était un modèle vraiment de prise de participation dans des entreprises locales. Oui, ok, d'accord. Donc, il y avait une culture initiale, en fait. Une histoire, une culture, des dirigeants. Et donc, moi, j'ai vécu au Brésil, par exemple, chez Pão de Açúcar, une entreprise dont les dirigeants étaient des fanatiques de sport. Donc, c'est la famille Diniz, avec le fameux Abilio Diniz, qui est mort il n'y a pas longtemps, mais qui est un personnage assez connu au Brésil, dont le père ou le grand-père immigrant portugais avait créé la boîte au Brésil. Et Abilio Diniz était un triathlète. Son fils, Pedro Diniz, a été pilote de Formule 1. Donc, c'était un taré de sport. Dans les bureaux de Pão de Açúcar à São Paulo, il y avait une salle de gym state of the art avec des équipements incroyables. Tous les collaborateurs, quels qu'ils soient dans la hiérarchie, commençaient leur parcours d'onboarding chez Pão de Açúcar par un fitness assessment dans la salle de gym avec un coach, avec un plan de santé, de sport et de fitness. Fallait pas être forcément fité pour. Non, mais il fallait avoir en tout cas envie de voilà. Et ça faisait partie de la culture de la boîte. Ça faisait partie de la culture de la boîte. Et on est en 2005. Et moi, en 2005, chez Pão de Açúcar, il y avait 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine des coachs qui venaient sur le plateau, sur l'open space, qui se mettaient debout sur les tables et qui nous faisaient faire des étirements, qui nous faisaient faire du stretching, qui nous faisaient faire des mouvements. Donc, il y avait vraiment cette culture de la mise en mouvement et du sport. En Colombie, chez Éxito, à Medellín, donc pareil, retailer colombien de Medellín. On connaît l'histoire de la Colombie. Moi, j'y suis en 2007-2008, donc on est sur un pays. Escobar, il est mort que depuis 14 ans. C'est encore assez vivace. C'est un pays qui, socialement, a vécu des choses dures.
Et donc Exito, j'y découvre un retailer une entreprise profondément ancrée dans sa communauté, très impliquée sociétalement avec les associations, avec les favelas colombiennes pour aider. Donc c'est des ingrédients que je retrouve où finalement voilà, on s'enracine dans l'entreprise, on s'attache à l'entreprise parce qu'on est fier de ce que l'entreprise met en place. Et Dunnhumby au UK, c'est aussi un exemple hyper inspirant. Dunnhumby, j'y passe 8 ans et je n'y serais jamais resté 8 ans s'il n'y avait pas eu cette forte culture d'entreprise. Parce que finalement, je l'ai dit, les sujets du retail commençaient aussi à me fatiguer. Mais Dunnhumby, c'était une boîte où sur site, à Londres, dans le siège, on avait ostéopathe, on avait salle de sport, c'était cofinancé par la boîte. Donc on pouvait aller voir l'ostéo, le kiné à vil prix auprès de l'entreprise. On avait 2 jours par an qui s'appelaient des Helping Hands Day, donc qui étaient des jours banalisés, payés par la boîte, où on allait s'impliquer dans des projets avec des écoles du quartier, à aller planter des arbres ou à refaire un jardin communal. Donc il y avait vraiment aussi une vraie boîte engagée dans la société, engagée dans des démarches où finalement le collaborateur se sentait fier finalement d'appartenir à tout ça. Donc tous ces ingrédients font que quand je rencontre Boris, je me dis putain, s'il y a une boîte, pardon pour le gros mot, s'il y a une boîte qui propose ça clé en main, d'une certaine manière, alors évidemment, c'est jamais aussi simple que ça, mais et qui permet à des centaines et des milliers d'entreprises et des dizaines et des centaines de milliers de collaborateurs d'avoir accès à ce type d'expérience, sans finalement que la direction des ressources humaines ait besoin de réinventer la roue, ait besoin de prendre des initiatives et de créer des choses ex nihilo. Il y a un vrai terrain de jeu avec des vrais impacts à avoir. Et j'ai envie de rejoindre cette aventure. C'est très très clair. On va rentrer dans tout ça. Mais avant une chose, c'est quoi les valeurs qui guident tes choix aujourd'hui au quotidien en tant que CEO d'entreprise? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ouais, alors ce qui est important pour moi, c'est à la fois à mon niveau. Et qu'est-ce que tu vas attendre du coup aussi de tes équipes sur ces sujets? Moi, ce qui est important pour moi, c'est de continuer à grandir, de continuer à apprendre, de le faire dans un environnement où on prend collectivement du plaisir à être ensemble et à apprendre et à grandir. Tu as parlé tout à l'heure de fun. C'est un mot que j'avais noté dans les petites notes, ce côté finalement convivialité, fun. Et encore une fois, quand je rattache ça finalement à ces pays par lesquels je suis passé, le Brésil, la Colombie, ces cultures latines, c'est aussi des cultures de convivialité, où le monde de l'entreprise est peut-être un peu moins policé, peut-être un peu plus presque familial en fait, que ce qu'on peut avoir traditionnellement en France. Donc ça m'a nourri aussi. C'est une aventure collective. Donc moi, ce qui m'anime aussi en tant que dirigeant dans une aventure collective, c'est cette volonté d'embarquer les équipes avec la plus grande transparence possible. Que voilà, on est en start-up, on est dans un environnement compliqué en termes économiques, on est fragile par définition. Et je trouve que le pire quand on est dans ce genre d'environnement, c'est d'être finalement préservé de toute cette complexité, parce que je trouve que c'est infantilisant. Moi, ce que je veux, c'est que les collabs aussi, ils comprennent les tenants et les aboutissants des décisions qu'on prend. Ils comprennent les risques auxquels on s'expose quand on est dans ce genre de boîte. Mais finalement, qu'ils s'y retrouvent et qu'ils soient là en sachant que c'est ça, la vie dans ce genre d'entreprise. Donc, il y a vraiment cette notion de transparence qui est importante. Et après, et encore une fois, en écho à mon parcours, j'attache pas mal d'importance, moi, à l'aspect international. Donc, et l'international, pas pour l'international, mais l'international parce que avoir une mentalité ouverte, c'est être sûr d'être ouvert d'esprit, d'être aux aguets d'innovations qui peuvent exister dans d'autres cultures, dans d'autres pays. C'est être sûr que quand on développe le produit qu'on développe pour des entreprises françaises, mais avec des équipes qui peuvent être n'importe où, le produit il va fonctionner pour des mentalités et des cultures différentes. Donc ça, c'est important pour moi. Et ça se retransmet à travers l'usage de l'anglais dans pas mal de rituels de l'entreprise. Et j'en passe. Il y a quelque chose dont tu es fier depuis le début, depuis que tu as rejoint United Heroes? Depuis ces 6 ans. Alors, je suis fier de beaucoup de choses. Moi, je pense que quelque chose qui t'a marqué, peut-être. Ouais. Alors, ce qui m'a marqué, et peut-être que je mets le curseur beaucoup sur l'humain, mais c'est que je connais pas grand monde qui est parti de l'entreprise. Il y en a beaucoup parce que finalement, c'est la vie de la startup et c'est des cycles qu'on a vécu aussi. Mais
quasiment tous les gens qui sont partis de l'entreprise sont restés en contact, sont revenus nous voir dans des contextes festifs, dans des contextes sociaux d'entreprise, sont revenus nous voir, nous dire à quel point ce qu'ils avaient vécu avec nous était unique, qu'ils ne l'avaient pas forcément retrouvé ailleurs. Et certains sont revenus, les fameux boomerangs. Ok, ça existe. Donc ça existe, et à notre petite échelle, on en a eu au moins trois exemples. Donc non, ça c'est des choses dont je suis fier, parce que ça veut dire qu'on a réussi à concilier, faire grandir une entreprise, garder des niveaux, on va dire, d'exigence et d'excellence, mais aussi finalement faire que voilà, il y a une adhésion à un projet d'équipe et à une collectivité de personnes. Il y a une difficulté, un échec qui t'a transformé, qui t'a aidé à apprendre? Alors chez United ou avant d'ailleurs? Ouais, alors il y en a beaucoup, parce que finalement, encore une fois, dans le lot d'entreprises de notre taille, on se trompe souvent. Et de toute façon, le monde n'est pas linéaire. Et on n'a pas trop le loisir de trop, on va dire, s'épancher là-dessus. Je pense que dans mes attributs, dans mes forces, je pense qu'il y a ce côté où j'arrive assez vite à tourner la page. Mais je pense que dans notre cas, une erreur qu'on a pu faire, que j'ai pu faire sur ces 6 ans dans la boîte, ça a été de peut-être trop longtemps rester attaché à mener de front plusieurs combats différents, En fait, on avait, nous, plusieurs typologies d'activités, puisque j'en ai parlé au début, la boîte, elle avait des activités grand public, des applis de running ou de vélo en dehors du monde de l'entreprise, avec des business models, des modèles économiques différents, puisque là, on s'adressait plutôt à des marques, à des annonceurs qui voulaient s'adresser aux communautés. Il y avait des concurrents forts. Effectivement forts. Et typiquement, justement, avoir, peut-être par attachement à une histoire, avoir voulu trop longtemps mener de front plusieurs batailles, en ignorant le fait que finalement, on n'avait aucune chance d'une certaine manière sur certains métiers, parce que justement les concurrents investissaient alors que nous, on avait fait d'autres choix d'investissement, et que finalement, même pour les équipes, c'était pas forcément épanouissant, parce que se battre sur des business models dans lesquels on leur donne pas forcément les moyens de rencontrer le succès, c'est pas épanouissant. Donc voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux, du coup, on va zoomer un peu sur United Heroes et expliquer un petit peu la genèse de l'histoire, même si c'est pas toi qui l'as fondée, ce que je comprends. Comment l'idée est venue au fondateur, et puis aujourd'hui, là en 2025, quel problème RH vous cherchez à résoudre? Ouais. Alors je vais essayer de pas trop m'appesantir sur l'histoire, parce qu'il y a 11 ans d'histoire, mais en 2014... Non, les grandes lignes. Ouais, quand Boris et Jean-Charles lancent la boîte, on est au début d'un moment où apparaissent les premiers wearables, donc les premières montres connectées, les premières applis qui servent finalement toute une mouvance qui apparaît à ce moment-là de quantified self, donc de comment est-ce qu'on mesure sa performance, comment est-ce qu'on traque sa performance. Moi, à l'époque, j'avais la grosse Garmin carrée je vois bien, qui pesait 12 kilos au poignet. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'ils se lancent, et leur intuition, c'est de se dire, les outils digitaux... Boris était chez ASO, donc Amaury Sport Organisation, organisateur du marathon de Paris et de grandes courses. Et il y avait vraiment cette intuition que le digital et les évolutions technologiques pouvaient permettre de créer des expériences gamifiées, encourageantes, et qui développent la pratique. Et donc Boris pitch ça chez ASO, rencontre pas forcément des oreilles à l'époque ouvertes, et donc décide d'aller monter une boîte dans laquelle il va se baser sur la technologie et sur ses outils pour créer des expériences fun, encourageante, donc vraiment encourager la pratique sportive avec le digital. Avec le nom de Sport Heroes au départ. Alors, Running Heroes même. Ok. Donc, Running Heroes. Ok. Je crois même que le premier nom de l'entreprise, c'était Move for More. Donc, et donc déjà dans Move for More, tu avais cette notion de gamifier et d'encourager la pratique, le mouvement. Et déjà dans Move for More, tu avais le more qui était finalement assez ouvert, parce que le more, c'était more for you, more for le monde. Et les premières expériences que Boris et Jean-Charles montent avec ça, c'est des courses connectées. C'est des courses connectées pour par exemple, l'UNICEF, en 2015 ou en 2016, il y a une immense... à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio, Boris et Jean-Charles font une plateforme web pour l'UNICEF, dans le monde entier et notamment au Brésil, pour encourager finalement les gens à aller courir et en courant, contribuer à faire des dons à l'UNICEF.
Ils en font plusieurs comme ça. Ils travaillent avec l'Occitane, ils travaillent avec des marques qui veulent utiliser ces nouvelles mécaniques, ces nouvelles formes d'engagement. Et finalement, ils voient que ça crée un aspect communautaire, des gens qui s'animent à ça. On est aussi à une époque où Strava commence doucement à apparaître. Et donc, ils créent Running Heroes. Running Heroes comme une vraie communauté, d'abord un site web, puis une application mobile, dans laquelle des fans de course à pied viennent chercher des leviers pour pratiquer. Et donc, des leviers, ça peut être des gains, donc des récompenses, des prix à gagner que des marques viennent mettre, en l'occurrence, à disposition. Ça peut être du sens, donc ça peut être courir pour une cause, avec donc des associations qui s'en mêlent. Et finalement, la récurrence de ces expériences qui sont proposées aux utilisateurs crée aussi une récurrence de pratique, crée du lien social. Et finalement, une communauté qui est Running Heroes. Ils développent cette activité, ils développent des activités en parallèle. Il y a Cycling Heroes qui se met en place en parallèle. Il y a même Skiing Heroes, sponsorisé par Rossignol à l'époque, qui se met en place, qui dure un peu moins parce que le ski, c'est un peu plus élitiste et c'est un peu plus saisonnier. Et finalement, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que les membres de ces communautés, ils viennent voir Boris et ils viennent voir Jean-Charles et leur disent « Mais moi, en fait, j'adore ça. Est-ce que je pourrais avoir ça dans ma boîte ?» Parce que finalement, ça me fait rencontrer des gens, ça me fait pratiquer avec des gens, ça me donne de la motivation. Et donc, en 2017, fin 2017, début 2018, il crée United Heroes, dans ce giron, finalement, de produits digitaux basés sur la même technologie et qui proposent ces expériences gamifiées. Et donc, dès le début, United Heroes, c'est ça, c'est un programme. Alors, United Heroes a évolué, et là, je vais aller peut-être un peu plus vite quand même sur cette évolution, mais United Heroes commence avec cet ADN, donc le sport en entreprise. Comment est-ce qu'on crée via du communautaire, via tous ces leviers d'engagement que j'ai décrits, via la gamification, une pratique sportive soutenue en entreprise. Et fast forward sur 5 ou 6 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a shifté, on va dire, une approche qui était très basée sur les moyens. Le sport, c'était un moyen. On a d'abord élargi le sport vers les territoires du bien-être en essayant d'être plus inclusif, parce qu'on s'est vite rendu compte que quand tu parles de sport en entreprise, tu atteins aussi assez vite une sorte de plafond où peut-être que 20 ou 30% des gens sont réceptifs et puis les 70% restants se disent le sport, ça ne me concerne pas. Donc on a shifté un peu le dialogue, le discours et parlé davantage de quelque chose de plus holistique qui est le bien-être. Le bien-être, ce qui devient intéressant, c'est que c'est à la fois un moyen et une fin. On parle d'activités de bien-être, donc là on va mettre des activités douces, type le yoga. On va mettre dans les activités de bien-être des choses comme le jardinage, comme la méditation. Donc, on va finalement élargir les typologies de choses qu'on peut faire et encourager en entreprise. Mais le bien-être, c'est aussi une fin, c'est aussi une résultante, c'est aussi un état de bien-être qu'on va créer. Et donc, on commence aussi à s'intéresser à être capable de mesurer tout ça et de prouver que tout ce qu'on développe aboutit à ça. Et puis, à un moment, on se rend compte que finalement... pour l'utilisateur, pour le collaborateur, c'est bien beau de parler de bien-être, mais le bien-être, il a plein de composantes. Il a des composantes physiques et mentales, il a des composantes sociales, il a des composantes finalement qui, additionnées, font que le collaborateur, l'employé, le salarié, il se sent bien dans sa tête, il se sent bien dans son collectif, avec ses collègues, il se sent bien dans son entreprise qui lui met à disposition tout ça. Et donc, on se rend compte qu'au final, la fin, ce qu'on arrive à créer, finalement, c'est de l'engagement. C'est une adhésion aux valeurs de l'entreprise, c'est une adhésion au collectif de l'entreprise. Et donc, c'est des métriques qui, finalement, pour le RH, sont importantes, de la rétention, de la performance. Et donc, sur toute la trajectoire de développement d'United Heroes, il y a une vraie cohérence. Finalement, on va dire les leviers s'enrichissent, la technologie se développe, les cas d'usage se multiplient. Mais là où, au début, pour le RH, c'était vraiment j'achète d'une certaine manière une solution de sport en entreprise et je nous mets dans cette bucket, ce qui fait qu'au début, on était parfois arbitré, même budgétairement, versus des gym libres, des solutions qui ont totalement leur mérite, mais qui sont vraiment fermement dans ce bucket finalement de solutions sportives en entreprise. On a pas mal évolué et on est devenu vraiment une solution aujourd'hui d'engagement collaborateur avec des différenciants. J'ai parlé des activités physiques et sportives, ce collectif, parce que l'engagement, il est multifactoriel, mais nous, il y a un vrai facteur collectif, et finalement, un vrai agent de transformation de l'entreprise. Et là, on revient finalement à ce mouvement, le mouvement initial qui est le mouvement physique. Finalement, c'est un mouvement global dans lequel l'entreprise se met, et United Heroes joue un rôle assez important. Ok. Quand on parle d'engagement collaborateur, pourquoi c'est devenu un enjeu aussi crucial pour toi dans les entreprises aujourd'hui ? Alors,
pour moi et pour, j'espère, tous ceux qui nous écoutent, on est aujourd'hui, et notamment en France, et là, pour le coup, ma petite lunette internationale me montre aussi qu'il y a des décalages. C'est intéressant ça aussi. Qu'est-ce que tu vois versus moi, je le vois, Gallup le voit, enfin toutes les études, on voit qu'en France, le sujet de l'engagement est sans doute un sujet plus fort qu'ailleurs, ou le sujet du désengagement en l'occurrence. Les études, en fonction des études, j'aime pas citer des études parce que j'ai l'impression qu'elles peuvent dire tout et son contraire, mais là, il y a une vraie cohérence sur pas mal d'études qui montrent une fourchette de 17 à 25% de taux d'engagement en France, quand on demande aux salariés français s'ils se sentent aujourd'hui engagés dans leur entreprise. Voilà, la réponse doit osciller entre 15 et 25%. Je crois que dans la dernière étude Gallup, on est dans la fourchette très très basse des répondants, avec des benchmarks de pays qui peuvent aller jusqu'à 45-50%. Donc, il y a un sujet du salarié français qui ne va pas en s'améliorant, qui est un sujet du désengagement. Ce désengagement a un coût pour les entreprises. Encore une fois, nos auditeurs le connaissent, que ce soit via l'absentéisme, que ce soit via la productivité en baisse, que ce soit via même des comportements peut-être presque plus nocifs et polluants pour l'entreprise. Et donc, ces sujets méritent d'être adressés. La question, c'est comment on les adresse. Quel est, on va dire, le mix d'ingrédients qu'on peut utiliser. Et là-dessus, on est des milliers d'entreprises à proposer des solutions. Et ces solutions peuvent aller du très individuel au très collectif, peuvent aller de solutions de formation à des solutions de mise en mouvement comme ce qu'on propose. Mais voilà, cette recette, ces ingrédients sont très différents. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que finalement, les ingrédients qui correspondent à l'humain, au collectif, ont un vrai rôle à jouer dans cette recette que les RH doivent mettre en musique. Ok. Est-ce que tu peux nous partager des exemples d'accompagnement aujourd'hui qui font la différence, le avant-après, chez vos clients? Ouais. Et votre typologie de clients aussi. Ouais, alors avec plaisir. Notre typologie de clients, nous, on a travaillé avec plus de 1000 entreprises depuis qu'United Heroes existe, donc avec une typologie plutôt assumée, ETI et grand compte. Donc, pourquoi on va dire ce parti pris dès le début? Parce qu'on était persuadé qu'une partie des recettes ou des sujets qu'on adressait, en tout cas, étaient plus painful, étaient plus prégnants dans ces entreprises. Typiquement, créer du lien entre des équipes qui ne sont pas sur le même site, qui n'exercent pas les mêmes métiers, qui ne sont potentiellement pas dans les mêmes pays. Peuvent être en remote pour certains, pas en remote pour d'autres. Remote pour certains, et ça, évidemment, aussi beaucoup de changements ces dernières années avec tous les changements qu'on a vécu post-Covid. Mais en tout cas, voilà, une entreprise monosite, qui fait une grosse PME de 200 personnes où ils sont tous dans une usine, je ne dis pas qu'on ne peut pas les aider, évidemment qu'on peut les aider, mais le besoin d'aller utiliser le digital pour adresser toutes les populations et créer des passerelles grâce au digital est moins prégnant. Donc on s'est focalisé assez vite sur ces typologies-là. Après, il y a des enjeux commerciaux aussi, de réalité commerciale, effectivement... évidemment, qu'en start-up, tu choisis aussi un peu tes combats. Forcément, tu n'as pas le choix de toute façon. Tu n'as pas le choix et tu peux perdre un peu d'argent, mais tu ne peux pas non plus en perdre trop. Donc effectivement, on a choisi nos combats. Et donc aujourd'hui, notre typologie de clients, c'est vraiment une quinzaine d'entreprises du CAC 40, dont des grands opérateurs téléphoniques, des grands opérateurs publics dans l'énergie, et des constructeurs automobiles. Donc on travaille plutôt avec des grands groupes de cette nature. Et des exemples, alors ça va vraiment encore une fois... des actions très concrètes des rituels qui vont faire la différence et qui vont se dire, moi je suis salarié, ok, j'ai compris en fait que ça m'aide. Ouais. Donc le programme, nous, il se met en place vraiment sur la durée, donc par rapport à d'autres solutions qui peuvent exister et qui ont leur rôle à jouer, mais qui sont très événementielles. Nous, la conviction depuis le début d'United Heroes, c'est qu'on n'a pas d'impact sur les gens dans l'entreprise et sur le fonctionnement et les transformations de l'entreprise en faisant du one-shot pour Octobre Rose ou pour la semaine de la QVT. La semaine de la QVT, c'est en ce moment, de la QVCT même. C'est hyper important, c'est un vrai facteur d'évangélisation sur ces sujets, de conscientisation. Mais par contre, nous, on est assez convaincus qu'une entreprise qui investit sur un événement ou quelque chose de très one-shot sur la semaine de la QVT et qui le reste de l'année ne fait rien... Il reste 51 semaines quand même. Voilà. Et donc, non seulement on pense que ce n'est pas efficace, mais on pense aussi que par rapport à ses collaborateurs, ça peut avoir des effets un peu négatifs de ce qui s'appelle maintenant le whale-washing. On prend des initiatives, mais on fait un peu semblant. Donc nous, notre conviction, c'est qu'on vend un programme. Ce programme, il est basé sur une stratégie d'animation à l'année. Donc nous,
quand on vend United Heroes, au-delà d'une technologie, d'une application mobile qui est dans la poche des collaborateurs et qui a des fonctionnalités comme une application mobile, ce qu'on vend aussi, c'est toute une couche de contenu et d'animation. Donc cette couche d'animation et de contenu, elle est générique, elle est à disposition de tous nos clients, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire, ils ont accès à des contenus toute l'année, toutes les semaines, des challenges qui mettent leurs collaborateurs en action, des challenges individuels, des challenges collectifs, des défis d'équipe, des quiz, donc plein de choses, on va dire, qui sont animées toute l'année, qui fonctionnent, et puis des moments forts. Et ces moments forts, on va piocher dans un catalogue, et en fonction des enjeux de la boîte avec qui on travaille, ces moments forts, on va les mettre en œuvre de manière différente. Donc tu me demandes des exemples, on va prendre un grand constructeur automobile japonais, qui a des équipes dans toute l'Europe, qui a historiquement un vrai sujet pour aller toucher des équipes dans des métiers assez variés. Donc le siège, il le touche, il n'y a pas de problème. Les gens, ils ont un ordinateur, ils sont sur l'intranet. Les concessions, c'est plus compliqué. Les usines, ça l'est aussi. Les entrepôts, pareil. Et donc historiquement, ils ont des vrais sujets. Quand ils font des surveys, ils voient que les réponses au questionnaire viennent à 80% de populations d'une certaine typologie et ils ont très très peu de retours des autres populations. Donc eux, quand ils mettent en place une solution comme la nôtre, ils voient tout de suite qu'une application ludique, gamifiée, présentée aussi d'une certaine manière comme un bénéfice pour les collaborateurs, elle va toucher des populations très diverses et variées. Et ça leur sert à quoi ? Ça leur sert à aller porter un projet de transformation d'entreprise. Donc ce constructeur automobile, il ne veut plus être un constructeur automobile. Il veut être un opérateur de mobilité durable. Il projette aujourd'hui un vrai changement de culture au sein de l'entreprise pour dire à ces gars, à ces femmes, à ces hommes, vous n'êtes plus là pour assembler des bagnoles et les mettre sur la route, vous êtes là pour proposer toute une série d'options de mobilité avec des enjeux écologiques, avec des enjeux de transformation et de durabilité d'entreprise. Et pour faire ça, on a besoin de vous embarquer dans une histoire. Et dans cette histoire, on va vous montrer ces initiatives qui existent dans la boîte, on va vous montrer comment cette transformation d'entreprise se met en place, on va vous mettre en mouvement et vous faire réaliser que dans vos comportements du quotidien, comment vous allez sur vos sites de travail, comment vous y allez à plusieurs, comment vous y allez avec des moyens non carbonés, vous participez aussi d'un changement de l'entreprise, d'un changement de son paradigme. Et on va mesurer tout ça, on va pouvoir aussi, grâce à ce qui remonte dans l'application, mesurer ces changements de comportement, vous poser des questions, et comme vous êtes très nombreux à utiliser l'application et des typologies de salariés auxquels on n'arrive normalement pas à s'adresser, ça nous donne une vision beaucoup plus complète de l'entreprise. Donc ça, c'est un super exemple d'une boîte avec qui on bosse depuis maintenant 2 ans et demi, qui est venu à nous parce que c'était un sponsor des Jeux Olympiques de Tokyo, puis des Jeux Olympiques de Paris, et donc il y avait aussi toute une cohérence dans leur action sur s'emparer des sujets, notamment du sport, pour jouer un peu sur cheval de Troie de ce changement culturel, et qui finalement, aujourd'hui, n'est plus sponsor de rien du tout, mais a gardé une vraie dynamique de transformation d'entreprise basée sur notre aide. Et comment vous accompagnez l'usage ? Parce que je dirais que c'est chouette que cette entreprise s'engage pour toutes les catégories de population de CSP dans son entreprise, quels que soient les métiers, quels que soient les sites. Mais comment être certain que tout le monde va se l'approprier ? Comment vous relayez l'usage de l'application ? Parce que vous, c'est un enjeu aussi. Bien sûr. Si on achète votre application puis qu'on ne l'utilise pas, à un moment, on va dire je vais arrêter le budget. Évidemment. Donc, comment est-ce que vous accompagnez au quotidien pour que ça fonctionne, que ça perdure ? Tu vois, tu parlais tout à l'heure des personnes qui sont peut-être dans ton équipe et qui animent le fait qu'il y ait des quiz, des événements toutes les semaines. Mais comment être certain que Jean-Jacques ou Marie, qui sont au fin fond de l'usine, l'utilisent ? Je vais essayer de te répondre en 3 temps. Le premier temps, c'est on est un fournisseur de solutions digitales. Donc notre job, c'est effectivement de faire des applications mobiles qui créent elles-mêmes de l'usage. Donc là, il y a des recettes, on va dire, en fonction du UX, donc d'expérience utilisateur, qu'on va essayer de mettre en place. On va enrichir notre... Ce qu'a réussi à faire, tu as cité par Petit Bambou, qui n'a rien à voir, mais Petit Bambou dans le monde du B2C, pardon, qui a réussi à faire. De la récurrence d'usage, l'envie de revenir pour compléter des quêtes, pour compléter des tâches. Donc, avec évidemment pour nous un vrai... Duolingo, j'ai pas d'autres exemples, mais qui n'a rien à voir, évidemment. Mais c'est des inspirations. Ouais. Après, ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est de savoir mettre la frontière. C'est-à-dire que nous, on n'est pas une appli qui repose sur un modèle publicitaire et dont la recette de succès, finalement, c'est qu'il y ait le plus de temps passé sur l'appli parce que c'est des pubs qu'on peut servir. Notre modèle à nous, c'est plutôt qu'une minute sur l'appli équivaut à 10 minutes à 30 minutes, ou voire plus, d'activité sociale, d'activité physique, d'activité mentale. Donc,
et que ça se fasse en dehors de l'appli. Nous, on est presque plus un décupleur, on va dire, de moments comme ça. Mais effectivement, la première réponse, c'est ce qu'on fait avec l'application, avec ses contenus, avec les fonctionnalités qu'on crée et qui crée de l'usage, qui crée aussi, on l'espère, de la diffusion et de la capillarité. C'est-à-dire qu'on a envie que les utilisateurs, les employés dans les entreprises, s'éclatent en participant et envie d'y embarquer leurs collègues pour vivre ces expériences avec eux. Et donc, parrainent des collègues pour qu'ils viennent s'inscrire. Donc, il y a tout un enjeu là-dessus. Il y a un deuxième enjeu qui va être vraiment sur l'orchestration des moments forts de l'animation du programme. Donc, nous, notre savoir-faire, c'est effectivement de proposer quelque chose toute l'année, toutes les semaines, avec une vraie stratégie un peu éditoriale qui donne envie aux équipes sans que les départements RH ou communication interne de nos clients n'aient à faire grand-chose. Mais à côté de ça, il y a un rôle très important au contenu qu'on va faire main dans la main, donc mes équipes et les équipes du client, avec le client. Et donc, ça veut dire qu'on va aller créer des moments forts, 3, 4 dans l'année, ça peut être trimestriel, ça peut être lié à des moments forts qui existent déjà dans l'actualité de l'entreprise. Ça peut être l'anniversaire de la boîte, ça peut être une cause qui est hyper chère avec une asso soutenue par la fondation de l'entreprise. Et donc, on va aller s'ancrer là-dessus pour créer des moments forts digitaux qui, là, servent de vrais points de ralliement, de vraies caisses de résonance aussi à des initiatives qui peuvent exister dans le monde physique et de moments de recrutement. Parce que dans l'entreprise, on peut avoir des réticences au quotidien à aller trouver des recrutements et à continuer de faire pénétrer l'application et le programme dans l'entreprise. Ces moments forts peuvent servir de moments forts de recrutement. On va faire un stand sur place, on va aller encourager les gens à installer l'appli s'ils ne l'ont pas encore fait. Et la troisième composante à ta réponse, et là on en vient finalement à comment on travaille justement avec les équipes chez nos clients, c'est le rôle qu'ils jouent eux. Donc nous, on va les équiper au maximum, on va leur donner des kits de communication. Donc quand on lance chez un client, on va potentiellement aller sur place pour le lancement, mais on va leur donner des assets digitaux, des emails, des choses comme ça. On va leur donner des assets physiques, donc des clients qui ont des sites industriels. On va leur donner des affiches qu'ils peuvent mettre dans les sites industriels, parce que tout le monde n'y passe pas son temps sur un ordinateur ou sur l'intranet. Donc on va les équiper avec ça. Et ce qu'on va aussi faire, c'est leur suggérer des bonnes pratiques. Et dans les bonnes pratiques, le rôle d'ambassadeur est hyper important. C'est-à-dire que nous, le client, c'est celui qui a décidé de mettre en place le programme. Je l'ai dit, c'est souvent à l'intersection de la direction des ressources humaines, de la direction de la com interne et de la direction de la RSE. Idéalement, tout le monde est à la table. Et quand on a tout le monde à la table, c'est hyper puissant parce que ça veut dire qu'on a vraiment les forces de chaque partie prenante. Évidemment, ça crée un peu de la complexité alors de savoir qui met son budget. Donc, parfois, on commence avec une partie prenante qui est plutôt motrice, et en général, c'est plutôt côté RH. Mais après, c'est hyper important d'avoir tout le monde sur la table. Mais ça, c'est des équipes centrales, c'est des équipes projets qui ont un temps limité, qui ont une bande passante limitée. Et donc, ce qu'on va mettre en place dans les entreprises, c'est les ambassadeurs. Les ambassadeurs, et ça, c'est très crowdsourcé, c'est très bottom-up. En fait, et on a vu ça depuis l'origine de ce qu'on fait. Il y a des gens qui vont se prendre de passion pour l'application. Il y a des gens qui vont être ceux qui en parlent en permanence à tout le monde, qui vont d'eux-mêmes aller faire venir leurs collègues. C'est vraiment le principe d'un ambassadeur, un salarié ou une salariée lambda, en fait. Donc, ce n'est pas le métier à la base. Et donc, ceux-là, on va mettre en place des programmes dans lesquels, finalement, on va savoir, main dans la main avec le client, les identifier, leur donner un rôle, leur donner une visibilité, c'est-à-dire que dans l'application, ils sont identifiés, leur donner des pouvoirs, le pouvoir peut-être de créer certains contenus, de gérer certaines typologies d'animation qui existent dans l'application. Et on va les récompenser aussi d'une certaine manière avec des récompenses. Ça veut dire que vous personnalisez aussi client par client quelque part ? Il y a un élément important de personnalisation. Donc toi, dans tes équipes, il faut que tu as des hommes et des femmes qui sont en relation avec tes clients. Tout à fait. Ah oui, c'est pas une appli que tu vends et puis on se revoit dans un an pour renouveler le contrat, monsieur. On a des customer success. Là, t'as pas le choix. Et tout est dans. Alors c'est un terme très Startup Nation, mais qui dit ce que ça veut dire. C'est le succès du client. Donc leur job, c'est que ça soit un succès pour le client. Et donc le client voit un vrai retour sur investissement. Et donc ça veut dire que dans leur job aussi, toute cette mesure finalement de l'impact du programme, savoir partager aux clients justement des métriques, des mesures pertinentes sur comment fonctionne le programme, est-ce qu'il rencontre le succès escompté, est-ce qu'il pénètre l'organisation de la bonne manière, est-ce qu'il génère des comportements vertueux. Cette mesure, c'est aussi le job du Customer Success, de l'accompagner avec le client. Ok. Il y a des KPI que tes clients mesurent qui sont vraiment importants pour eux? J'en ai mentionné certains. Déjà, un KPI qui est très basique, mais qui est le taux de pénétration. Donc, savoir effectivement quel pourcentage des collaborateurs s'inscrivent, quel pourcentage utilisent activement l'application. Donc, ça, c'est des KPI qu'on suit. Et mon job à moi, en tant qu'éditeur de cette solution,
c'est que de manière assez agnostique à ce que le client fasse ou au rôle que joue le client, ces KPI s'améliorent parce que je développe un produit digital qui s'améliore. Mais évidemment, ensuite, que l'action du client, le rôle de relais du client, la cohérence de cette action avec un certain nombre de choses qui existent dans l'entreprise vont aussi permettre à ces KPI de se développer. Donc ça, c'est des KPI importants. Les KPI plus RH sont plus compliqués à aller chercher parce qu'aujourd'hui, flécher, on va dire, l'impact et l'attribution de l'application sur des comportements ou sur des métriques très hard, RH, d'absentéisme, de turnover, etc., c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on y renonce. Aujourd'hui, via des enquêtes, via du déclaratif... C'est plus compliqué parce que tous ces sujets-là, c'est une somme d'éléments qui font que ça réussit, que ça ne réussit pas. Donc, mais on essaye et en fonction des clients et de leur appétence à aller chercher ces données-là, on va mettre en place des frameworks de mesure plus ambitieux. Il y a des clients qui vont être très décomplexés sur l'idée de se dire qu'il faut aller mesurer ces sujets-là, il faut arriver d'une certaine manière à rapprocher des données RH qu'on ne détient absolument pas, mais qu'eux détiennent avec des données d'usage de l'application et qui vont essayer de faire des rapprochements, des analyses. On va, nous, les aider à faire ces rapprochements et ces analyses, mais par contre, il y a beaucoup de clients qui ne veulent pas aller sur ces territoires-là et on respecte aussi. Par contre, nous, à travers on a une approche qui s'appelle l'impact survey. À travers l'impact survey, par exemple, on va... tous les mois, aller interroger nos communautés, interroger nos utilisateurs. Et grâce à ces réponses, on va voir si typiquement les réponses sur grâce à cette application, je sens plus de fierté à appartenir à mon entreprise, je connais mieux les initiatives RSE ou les engagements RSE de mon entreprise, je fais plus de sport. On va mesurer tout ça et partager ça avec nos clients. Est-ce que tu as des clients qui utilisent votre appli lors de l'onboarding? Est-ce que c'est un outil d'onboarding C'est pas la norme, mais ça arrive et c'est génial. Parce que ça peut être super intéressant justement pour connaître un peu ses collègues. Quand on arrive dans un groupe, c'est toujours compliqué, forcément. Et c'est win-win parce que finalement, si le client positionne l'application dès l'onboarding, son taux d'inscription, il est énorme. Donc nous, aujourd'hui, parmi nos clients les plus fidèles, les plus historiques, il y a un grand groupe franco-américain de téléopérateurs. Les téléopérateurs, c'est des populations très sédentaires, avec un turnover important. Donc ces groupes-là, ils ont aussi compris l'importance d'investir dans ce genre de mécanique, parce que finalement, tu montres aux collaborateurs que au-delà de quelqu'un avec un headset assis à prendre des calls toute la journée, avec des métiers pas souvent faciles, client-facing, ils investissent dans leur bien-être, ils les encouragent. Un groupe comme ça, il a mis en place United Heroes, il l'a intégré à l'onboarding. Donc effectivement, un collaborateur qui rejoint la boîte, dans son moment d'onboarding, il se crée un compte sur l'appli, on lui explique comment ça marche, il a un parcours dédié, et ça, aujourd'hui, c'est un client chez qui on a un taux de pénétration de 60-70%, ce qui est quasiment le double de ce qu'on peut avoir en moyenne. Ok. Tu en as un peu parlé, mais comment est-ce que vous gérez l'inclusion dans votre application? Parce que les sujets, ce sujet-là est clé pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. On sait que le sport, ça peut être inclusif, mais ça peut aussi des fois faire peur à certaines. Alors que tout le monde peut faire du sport à la base. Donc, oui, en tout cas, une modalité de sport. Ouais. Une modalité de sport, voilà. Après, tout le monde ne va pas faire des ultra-trails, et puis ça, c'est pas grave. Tant mieux. Et puis c'est pas grave. Voilà. J'en fais pas. Tant mieux pour la montagne, parce que. Ouais. Non, mais voilà. Comment est-ce que vous gérez ça? Alors, en lien avec les plans justement souvent de diversité et d'inclusion de vos clients, quoi. Bien sûr. Il y a plein de réponses à ça. La première réponse, c'est que d'un point de vue vraiment strictement produit, historiquement, tu voulais participer à une expérience qu'on proposait, il fallait avoir une montre connectée ou un compte sur Strava ou Adidas Running. Ce que tout le monde n'a pas. Ce que tout le monde n'a pas. Et ça coûte cher, et même si ça s'est démocratisé depuis, c'était une vraie barrière à l'entrée. Donc assez vite, vraiment peut-être 1 ou 2 ans après la création de tout ça, on a permis, nous, déjà on a branché finalement le podomètre natif de l'application, donc n'importe quelle personne qui fait des pas, qui marche, peut participer à pas mal d'éléments de l'application. Et on a très vite introduit le déclaratif. Donc le déclaratif, ça veut dire qu'on n'est pas des flics, on s'en fiche de savoir si tu as bien fait 10K en 42 minutes ou un semi-marathon. Ce qui nous importe, c'est que tu sois fier en tant que collaborateur de ta pratique, quelles que soient ses modalités. Et donc, on a assez vite introduit le déclaratif avec plus de 70 ou 80 activités aujourd'hui que tu peux déclarer. Donc, en fait, tu vas juste aller dans l'application, tu vas appuyer sur plus et tu vas dire aujourd'hui, j'ai fait 1 heure de jardinage. Aujourd'hui, j'ai fait 1 heure de méditation. Aujourd'hui, j'ai fait 400 bornes à vélo, peut-être pas, mais 150 bornes à vélo et j'en suis très fier.
Et donc ça, aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai parlé d'un podomètre, on avait aussi mis en place, à travers une application partenaire, quelque chose qui détecte automatiquement et suit ton vélo. Donc quand tu es quelqu'un qui fait du commute à vélo, par exemple, et que tu n'as pas tous les matins envie de te déclencher ton truc, on reconnaît ça et tu peux aussi avoir ce genre de patterns de transport reconnus. Donc tout ça fait qu'au niveau du produit, aujourd'hui, n'importe qui, sur n'importe quelle typologie d'activité, peut participer. Dans cette journée d'inclusivité, on a commencé aussi à pas mal travailler avec des acteurs très spécifiques, et notamment avec la Fédération française handisport. D'accord. Et donc là, avec notre ADN sportif, on s'était vite retrouvé confronté à ces sujets. Moi, j'ai eu des clients au début de Sport Heroes, on a travaillé par exemple avec Ironman, qui était un client pour qui on travaillait en marque blanche, et qui très vite avait des besoins et qui nous a challengé. On en revient à ce que je disais sur l'international. Quand en France, on n'était peut-être pas complètement en avance sur ces sujets, un client comme Ironman américain qui nous dit en fait c'est inacceptable en 2000, je ne sais plus quelle année, que vous n'ayez pas la possibilité de traquer du handi, du handi bike, des choses comme ça, c'est pas normal. Donc on a mis en place ces choses-là pour un client comme Ironman. Et ensuite, on a commencé au retour des Jeux Olympiques, des retours des Jeux Paralympiques de Tokyo, à travailler avec la Fédération française handisport. Et on a mis en place une compétition inter-entreprise qui s'appelle les Age Games. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour en parler parce que c'est en novembre, tous les ans, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et les Age Games, c'est une grande compétition inter-entreprise sous le patronage de la FFH et au bénéfice de la FFH parce que toutes les entreprises qui participent sur United Heroes font un don pour la FFH, qui permettent de financer les programmes de la FFH, l'achat d'équipements pour les athlètes ou les jeunes athlètes de la Fédération française handisport. Et donc ça, pareil, c'est une manière pour nous d'aller sur des terrains où on va parler de handicap en entreprise de manière positive, avec des portraits de para-athlètes, et faire tomber finalement des barrières. Comme tu dis, le sport, tout le monde peut en faire. Porteur de handicap, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a des très belles histoires à raconter, et ça fait partie aussi des choses qu'on essaie de mettre dans l'application. Alors, cette application, son avenir, IA, pas IA? Ah, je me disais, tiens, ayant écouté tes derniers épisodes, je me disais, il ne me parle pas d'IA. Ouais. Alors, nous, aujourd'hui, ce n'est pas une grosse part de ce qu'on fait, clairement. On est... c'est pas IA pour mettre de l'IA. Hein. C'est pas IA pour mettre de l'IA. Ça n'a aucun sens. Hein. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, l'IA, j'ai envie de dire, comme toute start-up de la tech, on regarde, et on est bien obligé de regarder parce que c'est très disruptif. C'est disruptif et il faut qu'on anticipe, mais aussi pour nos équipes. Aujourd'hui, nos équipes, moi j'ai envie, et c'est un sujet qu'on a pris à bras le corps et sur lequel, à notre toute petite échelle, on a aussi mis en place des programmes de formation, de sensibilisation, etc. Moi, je suis un latecomer à l'IA. J'ai eu des vraies réticences jusqu'à il y a encore peut-être un an sur finalement le benefit et désavantages, et notamment tous les aspects écologiques. Et je reste assez, on va dire, vigilant par rapport à ça, et je me hérisse le poil quand je vois des gens qui utilisent l'IA à tort et à travers. Par contre, aujourd'hui, on forme les équipes, on se pose la question de l'IA sur... J'ai parlé par exemple de toute la stratégie de contenu qu'on avait dans l'application. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour être vachement plus efficace dans de la création de contenu, pas réinventer la roue? On est assis sur 5-6 ans de catalogue de contenu. Aujourd'hui, comment est-ce que l'IA peut nous servir de manière intelligente à produire ces contenus demain de manière efficace? Comment est-ce que l'IA peut servir à personnaliser l'expérience des utilisateurs? Aujourd'hui, historiquement, un utilisateur, on l'accompagne de manière assez linéaire et indifférenciée. Mais en fait, tu es sur une trajectoire, ton collègue il est sur une autre trajectoire, vous n'êtes pas au même niveau de développement d'une pratique, vous n'avez pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces nouvelles technos, ces nouvelles solutions pour affecter l'expérience collaborateur? Il y a plein de choses qu'on est en train de creuser. Donc voilà, efficience des équipes, l'expérience utilisateur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas, on va dire, un pan hyper important de ma roadmap. On reste assez fortement convaincu que l'humain, les territoires de l'humain sont importants en entreprise, que les DRH et tous ceux qui nous écoutent sont principalement animés par ça. Évidemment qu'aujourd'hui, en bon responsable, et de la même manière, dans l'humain, il y a la formation, le développement des équipes. Donc, il faut aller regarder ces sujets. Mais ce qui va faire le quotidien de la convivialité en entreprise... Oui. Le sentiment pas de remplacer tes d'appartenance. customer success par exemple par de l'IA. Non. Il faut qu'il y ait toujours ce lien avec tes clients, les hommes et les femmes qui sont derrière les entreprises. Évidemment, et aujourd'hui qui pour moi est un facteur clé du succès de notre service et de notre relation avec nos clients. Je pense que ça c'est une véritable attente de tous, quoi. Je pense, en tout cas c'est ma conviction aussi perso, c'est que l'IA on peut pas passer à côté, c'est un super outil, il faut le regarder, il faut l'analyser.
Mais on peut pas tout remplacer par l'IA. Il faut un moment... Parce que sinon, de toute façon, vous allez perdre la substance Bien sûr, de ce que vous êtes. bien sûr. Et ça peut être déceptif au bout du bout. Donc, Bien et sûr. c'est pas l'objet. Après, Donc, ouais. j'ai écouté l'épisode que tu avais fait il y a quelques temps avec Jérémy Lamry et qui Oui. racontait comment il avait écrit son bouquin Oui. avec l'aide de l'IA, et j'étais soufflé et admiratif. Et je me dis, bon, il y a des choses qu'il faut qu'on continue à creuser, et clairement, il y a des usages aujourd'hui sur lesquels moi, j'ai pas développé une maturité suffisante, mais en tout cas, voilà. Nous, à notre échelle aujourd'hui, c'est pas un enjeu central, mais c'est un enjeu de développement produit et technique qu'on a commencé à adresser, évidemment. Ok, très très clair. Si on parle un petit peu une question, tu vois, d'avenir de la fonction RH, donc quoi ta vision, toi, de l'avenir de la fonction RH sur l'aspect engagement des collaborateurs. Quel message tu auras envie de faire passer à, je dirais, aux nouvelles générations de professionnels RH, aux managers qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, je ne me sens pas forcément légitime à leur donner voilà, des grands messages, mais moi, je pense que toute la difficulté du métier RH, c'est finalement d'arriver à concilier des approches individuelles. Et aujourd'hui, les collaborateurs, il y a un individualisme qui se développe aussi. Et donc, être capable de concilier des approches individuelles, personnalisées. Et donc, typiquement, quand on parle aujourd'hui beaucoup d'IA en RH, c'est aussi parce qu'il y a ce besoin d'aller proposer des choses plus personnalisées. Une expérience collaborateur personnalisée, Voilà. je pense que ça, c'est clé. Ouais. Mais sans négliger finalement ce qui va faire le composant d'une expérience collective d'entreprise, qui est finalement le lien, l'humain. Dans des sociétés aujourd'hui qui sont de plus en plus polarisées, en fait, on le sait aujourd'hui que un des risques inhérents à l'IA, à la personnalisation de l'expérience, à aller frotter chacun dans un sens de poil qui est son sens du poil, c'est pas forcément quelque chose derrière de très harmonieux et de très collectif dans l'expression collective de cette approche. Donc je pense qu'un vrai enjeu RH, c'est voilà, de ne jamais baisser la garde là-dessus, de continuer à réfléchir à qu'est-ce qui crée du lien en entreprise, comment l'entreprise est un espace qui ne devient pas victime collatérale de la polarisation de nos sociétés politiques. Aujourd'hui, la polarisation, elle se fait sur le plan politique, elle se fait sur le plan écologique. Il y a ceux qui sont en déni, il y a ceux qui sont en combat. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs de polarisation. Et l'entreprise où on passe beaucoup de notre temps, au-delà d'être un endroit où on peut lutter contre une sédentarité et un mal-être corporel, c'est aussi un endroit où on peut lutter contre un isolement, où on peut continuer à prendre les ingrédients de culture d'entreprise, de valeurs d'entreprise, d'engagements sociétaux de l'entreprise. On en parle un peu moins, c'est un peu moins à la mode, mais parce qu'il se passe beaucoup de choses autour de nous, mais la RSE, les sujets qui animent aujourd'hui la responsabilité d'entreprise d'un point de vue social, sociétal, environnemental, restent des vrais facteurs de cohésion et d'adhésion collective. Je pense que les RH auront du mal, et on le sent aujourd'hui, c'est une réalité, à défendre parfois des investissements sur ces sujets-là qui sont peut-être un peu moins évidents que des investissements très axés sur l'individu, l'IA, etc. Mais pour moi, c'est un peu des bombes à retardement de demain si c'est négligé trop longtemps. Ok, très clair. Un grand merci. On va aller sur les petites questions finales. J'ai une petite question que j'aime bien à la fin. Et d'abord, avant d'y aller, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose sur United Heroes ou les sujets de l'engagement? Ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Alors, on pourrait parler pendant des heures, mais je pense que dans les grands sujets, on un message que tu auras peut-être envie de passer, que j'ai zappé, etc. Sinon, on va avancer. Non, écoute, je crois qu'on a touché aux principaux sujets. Moi, après, sur la... Non, ça me va. On peut avancer. Ok. Et une anecdote pro que j'aimerais que tu me racontes. Quelque chose qui t'est arrivé avec chez United. Chez United. Ouais, idéalement. J'avais préparé la réponse. Ah, bah vas-y, à la fin United. Comme ça te laisse le temps de réfléchir et de penser à celle que tu vas me dire après, pendant United. Ouais. Non, écoute, moi, et je crois que je l'ai un petit peu évoqué au début, mais moi quelque chose qui m'a vraiment marqué au début de ma carrière, assez tôt dans ma carrière. Quelque chose que tu n'as jamais raconté à personne. Si, à ta famille, oui, mais au-delà. Ouais. Je ne sais pas si je suis dans le brief. Moi ce que j'avais en tête, c'était vraiment qui m'a marqué quand je suis arrivé en Colombie et que j'ai découvert donc, le plus gros retailer de Colombie, Éxito, une entreprise avec des dizaines de milliers de salariés, avec un siège important à Medellín, et que j'ai découvert
Moi, j'arrivais de structures peut-être plus formelles. Et j'ai découvert une vraie capacité. Moi, donc j'étais au sein de la direction financière. La directrice financière était une dame d'une 50aine d'années, avec des équipes très jeunes. Et j'ai découvert une manière de concilier finalement un niveau d'exigence et d'excellence et de professionnalisme avec une convivialité et un esprit d'équipe et de famille que je me suis dit c'est possible. En fait. Je me suis dit c'est possible et j'ai pas une anecdote précise, mais le souvenir comme ça des premières fêtes d'entreprise et de voir le niveau de connivence, de familiarité, de plaisir finalement d'être ensemble. Et là pour le coup l'Amérique latine nous apprend pas mal de choses avec l'intergénérationnel, avec des gens qui ont 50, 30, 20 et qui dansent, qui font des choses très sociales, très collectives, mais sans qu'à aucun moment les gens perdent de vue que c'est un contexte professionnel. Okay. Que le lendemain matin, cette DAF, elle avait beau avoir dansé avec des gamins de 20 ans, 25 ans, picolé avec eux, sans jamais être incorrect ou quoi que ce soit, mais le lendemain, elle inspirait, je ne vais pas dire de la crainte, mais un respect immense. Okay. Et en fait, c'est vrai que voilà, c'est plus cette réalisation qu'on peut vivre une très belle aventure collective avec des vraies valeurs de convivialité, des vraies valeurs humaines, tout en étant des grands professionnels et en connaissant les rôles et les responsabilités. C'est intéressant, ouais. Et ça... C'est lié à la culture colombienne, toi qui y as vécu? Peut-être, mais pour moi, c'est quelque chose dans la vie d'United Heroes qui me tient à cœur. Ouais. De rester accessible, de rester au contact des équipes, de participer activement aux événements sociaux et festifs, tout en étant assez clair sur le fait que... T'es le CEO de la boîte. Voilà. Mais, et qu'il y a des exigences au minimum. Ouais. Je pense que c'est très bien compris, mais pour moi, en tout cas, c'est une aventure. C'est comme ça que j'ai envie de vivre les aventures collectives. Ouais, okay. Et c'est pas facile à faire, et tout le monde ne comprend pas ça non plus. Intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Alors il y en a plein. Moi j'ai quelqu'un à mon board qui est. Alors j'ai parlé de Boris et si tu t'intéresses au sujet du bien-être mental, je pense que Boris Pourreau est une personne intéressante à rencontrer avec un beau parcours. Moi j'ai aussi à mon board Antoine Fouché. Tu connais Antoine? Non. Antoine c'est un ancien. Donc il a été DRH chez Schneider. Il a été DIRCAP de Muriel Pénicaud au ministère du Travail et aujourd'hui il a un cabinet de conseil en raison d'être en entreprise qui s'appelle Quintet et il travaille beaucoup. À aider au dialogue social en entreprise. Okay. Donc, il va être à la convergence des directions des ressources humaines, des partenaires sociaux, souvent dans des contextes compliqués de grands groupes. Mais il a une vision super intéressante sur le travail, sur l'évolution du travail et finalement sur les compromis et les manières de concilier les enjeux aujourd'hui qui sont des enjeux défendus par les partenaires sociaux et les intérêts des entreprises. Donc, une vision assez intéressante là-dessus. Ok, très très clair. Intéressant. Ce sujet de dialogue social, tu vois, je ne l'ai pas encore réellement abordé malgré le nombre d'épisodes que j'ai fait. Tu vois, donc, je ne sais pas quelle liberté de parole il peut avoir, mais en tout cas... Comment est-ce que tu fais ta veille pro? C'est quoi tes rituels importants, tes moyens de voir ce qui se passe dans ce monde qui bouge vite? Je suis un peu vieille école. Je lis les Échos tous les matins en papier. Moi, je lis les Échos tous les matins, mais en digital. On est abonné au bureau, je le reçois, donc tout le monde se fout de ma gueule. Je suis assis dans la cuisine en train de passer les pages de mon journal. Et pire... Et tu stabilotes? Non, pire, je prends des photos d'articles que j'envoie sur Slack aux équipes. Mais c'est une vraie manière de faire. Tu sais que ça existe en digital, les Échos, hein. Je sais, j'ai l'appli. Ah, super. Mais j'ai un vrai... ironique par rapport à ce qu'on fait, un éditeur de software. Mais encore une fois, nous, on n'est pas un éditeur de software applicatif qui veut que les gens passent du temps dans les applis. On veut que les gens s'inspirent de ce qui se passe dans l'appli pour passer du temps dans la vraie vie. Et c'est un peu ça. Moi, j'ai un vrai plaisir à lire. Après, et je suis déjà trop addict. Donc, si je vais plus loin dans la veille, aujourd'hui, un outil comme LinkedIn est un outil de veille très important, mais avec tous les vices du digital, le doom scroll, et donc finalement on peut y perdre beaucoup de temps. C'est ce que tu abordes. Enfin, j'en fasse un épisode parce que ça, t'es pas le premier, c'est un vrai sujet, on le vit tous. Je pense que c'est un outil formidable. Moi, je pense qu'il faut pas avoir d'état d'âme aujourd'hui dans son feed à cacher. Soit il y a des personnes dont tu veux plus être dans ton réseau, il faut les supprimer et c'est la vie.
soit effectivement à cacher. Il y a une petite fonctionnalité, les 3 petits points qui permettent de cacher les pouvoir, posts. À part les posts publicitaires, on peut pas les cacher, mais et de se dire ça, j'ai plus envie de voir ça. Et il faut que ton feed, il apprenne à te connaître, etc. Et pas trop subir. Mais moi, j'ai toujours un mode d'apprentissage très. Je suis pas du tout scolaire au sens où je peux pas prendre un bouquin de management et le lire de A à Z. Moi, j'aime lire 400 sources différentes, écouter un podcast, lire un article de journal, prendre un magazine. Et c'est un peu la somme de tout ça qui va me nourrir. Et donc, ma veille, tout comme mon mode d'apprentissage, va être très, très protéiforme, très multiple, un peu chaotique, d'une certaine manière. Et le risque d'outils comme LinkedIn, pour moi, c'est que je m'y noie, en fait, d'une certaine manière. Parce que finalement, avec ce côté un peu chaotique que je peux avoir, je ne suis pas assez discipliné pour me dire, tiens, je vais me faire 5 minutes de LinkedIn. Donc, je l'utilise, mais je sais que ça a des effets pervers. Et donc, j'aime bien m'asseoir avec un journal, un magazine, écouter un podcast. Écouter un podcast, typiquement, je ne le fais qu'en courant. Parce que je sais que je n'aurai pas de distraction. Et même ça, j'ai du mal parfois parce que tu as des distractions, c'est ta tête. Tu te mets à réfléchir à autre chose, tu résous un autre problème et tu as raté 5 minutes de podcast. Ça nous est tous arrivé. Et moi, ça m'arrive malheureusement très souvent. Et typiquement... voilà. Mais en tout cas, c'est ma méthode d'apprentissage et effectivement, c'est comme ça que je me nourris. Et Paul-Émile, si on a envie de te contacter très simple, Paul-Émile @united-heroes.com. Et là, c'est facile, tu es présent, tu réponds. Voilà, et sinon, évidemment, LinkedIn, on en a parlé, est disponible et toujours, j'espère, réactif, en tout cas, aux demandes de contact. Ok, un grand merci Paul-Émile pour cet échange. Merci à toi, Florent. Qui a été extrêmement riche. Moi, j'ai passé un excellent moment. J'espère que tout le monde a passé un excellent moment, toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir, merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!